Bonjour à tous, à toutes. Merci de votre présence. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, comme tous les ans d'ailleurs, qui montre un peu le succès et puis l'engouement qui est autour de ce projet touristique. Et je voudrais exceptionnellement démarrer cette assemblée générale par un hommage à un adhérent qui vient de nous quitter. Donc vous l'avez ici en photo, c'est monsieur Hardy, Claude Hardy. Il nous a quitté à Pâques, là donc très récemment. Il venait de renouveler son adhésion, que bien sûr nous n'avons pas encaissé le chèque, nous avons restitué ce chèque à sa famille. Malgré sa fatigue, il tenait à participer au Michuit, il était encore là cet été. Il était heureux d'être parmi nous et de prendre place dans le Picasso. Au nom de tous les membres de l'association, nous tenons à présenter nos condoléances à la famille de M. Hardy. C'est quelqu'un de très érudit, plein d'humour. Vous voyez à travers ces photos-là, où lorsqu'on prend en photo dans l'autorail, il nous tire la langue. C'est fabuleux, quoi. C'était ça, M. Hardy. Présenter le plan de l'Assemblée Générale, tel que on vous le propose aujourd'hui. Nous allons commencer par toute une rétrospective de l'année 2015. Vous parlez du processus d'autorisation de circuler sur l'ITE. Le dossier avance et ce processus, on l'a engagé en fin d'année. La présentation du dossier sécurité, vous allez vous rendre compte de la lourdeur du dossier qu'on nous demande. Le rachat de la halle à marchandises, le rapport moral du président, le rapport financier de Didier Nicolas, le trésorier, et bien sûr le renouvellement du conseil d'administration. Donc la rétrospective 2015 a été marquée par trois manifestations en gare de Montmirail. La première manifestation, c'était la journée champêtre que nous avions organisée pour nos adhérents à la gare de Montmirail. C'était le dimanche 30 août. Je remercie en particulier Denis qui était au fourneau. Et ce jour-là, il faisait bien chaud, et donc ajouté à la chaleur extérieure, il y avait la chaleur du Michuit. Il a eu chaud toute la journée. Donc ça, c'est la partie préparation. Je remercie toutes les dames qui nous ont aidés. Béatrice, Annie, Noël en particulier. Nous étions à peu près une cinquantaine de personnes. Je remercie la commune pour le prêt de la tente et le prêt du mobilier. Et je remercie le cochodet Montmiraillais pour la vaisselle qui nous a été prêtée. Toujours un moment convivial en dehors d'une assemblée générale qui est un peu plus sérieuse, d'avoir un moment un peu festif au milieu de l'année. Et donc très apprécié par nos adhérents. Certains se reconnaîtront. Je remercie M. Thévenot. M. Thévenot est maraîcher. Il nous donne gratuitement des légumes et c'est grâce à lui qu'on fait aussi un filet garni comme celui que vous voyez là. Et avec ce filet garni, on organise une tombola qui nous permet aussi de faire une économie substantielle pour l'Assemblée, pour l'association. Et voilà tous les deux, monsieur et madame Thévenot. Monsieur et madame Leblantier, un couple très assidu qui est toujours présent aux assemblées générales et aux repas. Je les apprécie tous, mais c'est vraiment des adhérents que j'apprécie en particulier. Ils habitent Artonge. Jean et René, Jean est féru de ferroviaire, c'est un ancien cheminot. Je vous l'annoncerai, il va s'occuper de la future création du musée. Il a des idées plein la tête, et puis c'est quelqu'un qui vraiment est très motivé et à qui on lui donnera le pouvoir de pouvoir créer le musée, et en tout cas peut-être pas encore le créer, mais d'imaginer sa mise en place en 2016. Un jeune chef de gare, Jeanne qu'on voit, un trio de joyeux lurons,
un trio aussi, cette fois-ci de dames. Pas de voir. Donc voilà en quelques mots, en quelques photos, le résumé de la journée du Méchoui. On peut revenir un instant s'il te plaît. Avec M. Assier qui est à côté de M. Assier, il lui tend la signature d'une adhésion d'une américaine qui est notre dernière adhérente la plus éloignée de Montmirail. Nous avons maintenant au sein de l'association une adhérente américaine. La deuxième manifestation qu'on fait toujours en partenariat avec la municipalité et syndicat d'initiative, c'est la journée du patrimoine. C'est toujours un moment très chaleureux et vraiment très apprécié. Le site de la gare de Montmirail avec le parvis devant est toujours quelque chose de très apprécié. Donc quelques diapos. Alors cette année, on avait un partenariat avec le TMO, le train miniature de l'Aumois, que je remercie vivement. Ils sont venus installer leur maquette dans la salle des pas perdus. Vraiment, ça a été très apprécié par tous ceux qui sont venus visiter l'intérieur de la gare cette année, avec monsieur Jean-Luc Roux, le président de l'association. Ils sont adhérents au TFBCO et nous-mêmes, nous sommes adhérents au TMO. Alors là, c'était une photo très importante, surtout pour la suite du projet. Donc, dans le cadre des Journées du patrimoine, M. Duic avait invité le préfet de région, c'est la personne qui est au milieu, et le sous-préfet de la Marne, la personne qui est sur la droite. C'était très important parce que M. Duic m'avait soufflé quelques jours avant. M. Coquel, on va essayer de faire venir le préfet de région, lui faire visiter la gare de Montmirail, et même le faire monter dans l'autorail. Malgré un emploi du temps très difficile, parce que ce jour-là, il y avait un match sensible au stade de Reims, Paris Saint-Germain. Il était tous les 5 minutes à son portable pour savoir s'il n'y avait pas de débordement dans le stade. Donc vous voyez, là c'est Daniel qui serre la main au sous-préfet. Donc vous voyez, il a pris le temps de visiter l'autorail. Voilà, il est même sur le poste de conduite. Il est aussi assis dans la première classe. Alors comme ça, il n'a pas l'air très rigolo comme personnage. Son visage, ça ne respire pas le sourire, mais c'est quelqu'un de très abordable et vraiment il était à l'écoute. Il a pris le temps de nous écouter, M. Duic et moi, et nous avons pu, dans le détail, lui présenter le projet train touristique. Alors il y a aussi une autre journée assez similaire à celle du patrimoine, qui s'appelle Journée Nature et Terroir, organisée par le syndicat d'initiative. Là aussi, le syndicat d'initiative est adhérent au TFBCO et nous-mêmes, nous sommes adhérents au syndicat d'initiative de Montmirail. Voilà cette journée Nature et Terroir. Encore une fois, le parvis de la gare s'y prête vraiment. Les exposants ne sont pas embêtés par les bordures de trottoir, par la signalisation, etc. Ça fait un espace assez naturel qui est vraiment très apprécié par tous les commerçants. Avec ce très beau château d'eau à l'état naturel en toile de fond. Et là aussi, alors il y a l'année 2000, tu peux revenir Donc ça, c'est les 3 événements majeurs. Il y en a eu 2 autres que je souhaiterais vous exposer aujourd'hui. C'est un heureux événement qu'on va vous montrer. C'est un mariage. Mariage de Fabien et Aurélie, qui viennent, il y a 2 jours, d'adhérer à l'association. Ils nous avaient demandé s'ils pouvaient faire des photos de mariage au sein de la gare et puis dans l'autorail, d'une façon originale. Voilà, de se marier, avoir un fond de photos avec une gare et puis l'autorail. Donc vous voyez ces photos assez exceptionnelles. Je passe au niveau du guichet. Et sur les rails. Il n'y avait pas de train VFLI ce jour-là. Et là, un événement beaucoup plus malheureux, dégradation de l'autorail que nous avions subi en 2008. Et là, malgré le bardage et tout ce qu'il faut autour de la protection de l'autorail,
On a suivi une dégradation qui s'est déroulée entre les journées du patrimoine et la journée nature et terroir, donc entre le 20 septembre et le 4 octobre. Donc voilà l'œuvre sur la partie arrière et puis sur le devant aussi. Donc c'est toujours très malheureux. Donc ça c'est un événement malheureux de l'année 2015. On ne sait pas comment ils sont pénétrés, donc il va falloir améliorer la protection. Donc pour l'instant on a passé l'hiver avec, on ne l'a pas remise en état, mais une des actions et le travail qu'on aura cette année c'est de le remettre en état. Nous avons fait un devis auprès d'un carrossier, il y en a pour plus de 4 000 €. Malheureusement, l'expert qui est passé ne nous a pas trop aidé, nous fait de cadeau. Il estime que le coût de remise ne dépasse pas 1 700 €. Donc il semblerait qu'il y ait des tailles similaires à d'autres endroits de Montmirail. On a porté plainte comme il se doit, mais pour l'instant ça n'a pas donné de résultat. Moi c'est vrai, je voudrais connaître ces personnes qui ont fait ça pour leur expliquer, faire un peu de preuve de pédagogie et leur expliquer que ça touche des bénévoles tout simplement. Ça touche, Mais c'est quelqu'un quand même qui connaît, parce que pour le tag qui est sur la face, le compartiment première classe marqué Picasse, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait ce que c'est qu'un Picasso et qui sait que dans les associations on appelle pas un Picasso mais un Picasse. Je vous propose de passer au deuxième chapitre, qui est le processus d'autorisation de circuler sur l'ITE. Là, j'ai beaucoup moins de photos à vous montrer et plutôt des explications assez précises à vous communiquer. C'est assez compliqué, donc n'hésitez pas à intervenir et à me demander des explications. Je vous explique vraiment le processus. Déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un ITE? Installation terminale d'embranchée. Alors aujourd'hui, la ligne, elle fait 25 km. Elle n'a pas le même régime. Sur le premier secteur jusqu'à Artonge, c'est le régime classique d'un réseau ferré national, comme la ligne qui passe à Château-Thierry. Par contre, entre Artonge et Montmirail, c'est ce qu'on appelle un ITE, installation terminale d'embranchée. Généralement, avant on appelait ça des embranchements particuliers. Généralement, un embranchement particulier, ça faisait pas plus de 200-300 mètres, ça desservait une usine, un client. Aujourd'hui, RFF, pour faire des économies budgétaires, a inventé des ITE qui peuvent faire des dizaines et des dizaines de kilomètres. Celui-là en est un des premiers d'ailleurs, qui fait 8 km 700. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se désengage totalement sur la sécurité qui peut se dérouler sur cet ITE, il se désengage totalement financièrement, ils ne sont plus responsables de rien finalement, sauf qu'ils sont encore propriétaires. Voilà en résumé ce qu'est un ITE. C'est clair pour tout le monde? C'est important pour nous parce que ce ne sera pas les mêmes autorisations, ce n'est pas les mêmes contacts, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont nous autoriser sur le secteur RFN que sur celui de l'ITE. Ce sera d'autres personnes, je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, l'ITE se termine ici à Artonge, ou débute à Artonge, tout dépend dans quel sens on circule. Donc ça c'est l'ITE d'Artonge. Donc en termes de sécurité, la SNCF, c'est dans les règlements, a mis en place une installation que vous voyez là, c'est-à-dire que lorsqu'un VFLI vient avec une locomotive, arrive à Artonge, s'ils oublient de faire l'arrêt, la machine de VFLI se retrouve à droite, parce que l'aiguillage est à droite, et donc arrive sur un heurtoir, et ainsi évite de franchir le passage à niveau d'Artonge et de se retrouver sur la partie réseau ferré national. D'accord? Voilà ce qui fait, en termes de sécurité, la limite entre un ITE et le réseau ferré national. Alors, toujours la même diapo, mais avec d'autres précisions sur le propriétaire. Donc, sur les deux parties, c'est toujours propriété de SNCF Réseau. En fait, SNCF Réseau, à l'époque, c'était RFF, au moment où ça s'est fait, puisque c'était fait en 2013, a souhaité rester propriétaire. Ils auraient pu, par exemple, vendre le tronçon de ligne à une collectivité, des choses comme ça. C'est pas ce qu'ils ont retenu, et donc c'est toujours maintenant SNCF Réseau qui est propriétaire de l'ITE. Alors, en termes maintenant d'autorisation de circuler pour nous, hein, l'entête de la diapo, c'est l'autorisation de circuler. Entre Mézières et Artonge, c'est Réseau Ferré National qui nous donnera l'autorisation de circuler. Par contre, sur l'ITE, là où en fait on est sorti du Réseau Ferré National, c'est en fait le préfet du département qui donnera l'autorisation.
Voilà, l'autorisation d'exploitation et le contrôle de la sécurité des chemins de fer touristiques qui sont situés en dehors du réseau ferré national relèvent de l'autorité des préfets de département. Donc nous aurons deux préfets, le préfet de la Marne et le préfet de l'Aisne. Je vous rappelle que sur les Théeuses, à 100 mètres près, il y a 4 km dans l'Aisne, 4 km dans la Marne. On l'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. Pas de jaloux, c'est même pas. On a l'habitude. Ouais, c'est ça. Tout est comme ça. Voilà. Donc ça tombait bien, puisqu'il était venu visiter l'Autorail, le préfet de région, donc avec M. Duhic. M. Duhic a fait son propre courrier, et l'association a fait son propre courrier. Et donc nous avons écrit à quel moment au début octobre, au préfet de région. Il nous a répondu, il a mis un peu le temps pour répondre, mais il nous a répondu, mais vraiment un courrier, pas un courrier on va dire de complaisance, etc. Il nous a répondu le 22 décembre avec un courrier très étayé. Et vraiment, je remercie les services de l'État parce qu'il a mis en œuvre tous ces services pour donner suite à la demande, en tout cas le traitement de la demande de l'ITE. Et je peux dire je suis en relation directe avec les services, la direction départementale du territoire, aussi bien côté Aisne que côté Marne. Et franchement, il y a une bonne réactivité. Et les gens ont envie que franchement, l'autorisation soit prononcée un jour. En tout cas, ils font tout pour nous apporter les éléments et tout ce qu'il faut. Alors par contre, ils n'ont pas les compétences ferroviaires. Généralement, dans les départements, ils ont plutôt des compétences routières. Donc ils n'ont aucune compétence ferroviaire. Et lorsque le préfet a reçu notre courrier, il a dû être un peu surpris, quoi. Qu'est-ce qu'on me demande là? Comment j'ai les compétences pour donner l'autorisation? Donc en fait, là, il y a l'intervention d'un autre service. Donc en fait, le préfet de région n'a pas les compétences internes, hein. Il s'appuie sur un service technique à compétence nationale qui dépend du ministère des Transports, qui s'appelle le STRMTG. Il faut l'apprendre par cœur, ça veut dire Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Donc ils sont basés à Paris. Je suis allé personnellement leur apporter le dossier de sécurité qu'avait préparé Dominique, on en parlera tout à l'heure. Mais l'histoire n'est pas terminée, c'est que ce service STRMTG vérifie si le dossier est complet, mais demande l'avis d'un organisme qualifié agréé. Comme si c'était déjà pas suffisamment, c'est déjà trop simple. Donc il demande en fait l'avis d'un organisme qualifié qu'on appelle OQA. Ça par contre, c'est payant. Et après avoir lancé plusieurs devis, nous avons obtenu, déjà il n'y a pas beaucoup des organismes qui sont agréés, hein. Donc nous avons obtenu en interne le 28 février l'offre financière de l'organisme Certifer pour un montant de 2300 € hors taxe. Donc ces gens-là en fait vont venir vérifier le matériel avec un essai de frein, ils vont venir vérifier l'état de la ligne, il y aura une tournée pédestre complète avec un spécialiste de Certifer. Ils vont notamment vérifier toute la signalisation, ils vont vérifier les passages à niveau, tout ce qui touche bien sûr la sécurité. Et ça sera un moment décisif pour l'association. On saura vraiment, par rapport à l'état de la ligne, s'ils exigent une meilleure remise en état de la ligne ou si l'état actuel est suffisant. Donc c'est vraiment un moment décisif pour l'association et pour le projet soutenu par les élus. Donc voilà en résumé la complexité du processus, hein. Sur l'ITE, hein, je parle que de l'ITE pour l'instant. Pour l'instant, on ne se focalise pas sur le réseau ferré national puisqu'on est enclavé. Obtenons d'abord l'autorisation de circuler sur l'ITE, et si on l'obtient, on s'occupera du réseau ferré national. Je peux revenir sur tout ça. Voilà. Donc les deux préfets, hein, préfet de la Marne, préfet de l'Aisne, ils font appel au STRMTG, qui lui-même fait appel à Certifer. Est-ce que la présentation vous a paru suffisamment claire malgré la complexité? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Oui, monsieur le député. Oui, non, je t'en prie. Je prends la parole pour vous m'excuser parce que je vais devoir partir. En tout cas, s'il y avait un problème ou quelque chose, si je peux vous être utile sur cette problématique, comme chacun a trouvé que c'était très simple. Donc la complexité est d'autant plus ardue qu'on est sur deux territoires différents, bien sûr, avec deux autorisations différentes. C'est le même problème
même qu'avec le fait de travailler avec la nouvelle organisation de la SNCF, SNCF Réseau Mobilité, SNCF Réseau Champagne-Ardenne, on a de difficultés sur la ligne TER Vallée de la Marne. Et puis TER, puis sur la ligne Vernet-Milon, exactement Maurras. Donc partout, pour eux, ce sont des frontières entre les territoires. Ils n'ont jamais eu l'habitude de travailler ensemble. Et donc, c'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles nous avons tant de problèmes. Sur la ligne TER Vallée de la Marne, il y a 10 opérateurs différents. Alors, essayez de vous mettre d'accord sur l'entretien, essayez de vous mettre d'accord sur les tarifs. Là, donc, je pense qu'on va y arriver avec la volonté des deux nouveaux présidents de région. Donc voilà ce que je veux vous dire. En tous les cas, bravo pour ce que vous faites. Et puis, si je peux être utile, il n'y a pas de difficulté pour que je vous retrouve dans ces données. D'accord. Merci le maire de Montmirail qui à chaque fois nous accueille avec beaucoup. On aurait bien aimé pouvoir être ensemble dans la même région. Ça a fait les choses. Merci. Et le dossier sécurité, qui lui aussi est d'une complicité vraiment incroyable. Je remercie vivement Dominique Platel. Ces autorisations-là, on ne parle pas, parce qu'en fait, elle est EP. Oui. Et est-ce qu'on a le devoir de demander l'autorisation à eux, parce que s'ils auraient procédé maintenant, s'ils leur appartiennent, ces autorisations-là sont administratives, on va dire, eux, ils peuvent dire, là, il est à moi, et là, je ne la partage pas. Oui ou non? Ah, tu veux dire SNCF Réseau peut peut-être ne pas accepter qu'on vienne sur son réseau. Le titulaire de l'EPI, il est fait. Oui, non, mais il y aura une convention. Donc, on attend de voir si au niveau administratif. Moi, j'attends en fait de ne pas brûler les étapes. Je préfère attendre que le préfet donne son accord. Et fort de l'accord du préfet, je pense que VFLI, franchement, quand même une société qui a quand même été aidée financièrement par les collectivités territoriales. Je pense qu'ils seront obligés de cohabiter, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'association, ils ne cohabitent pas beaucoup. Mais là, je compte sur l'intervention de M. Duic pour qu'il y ait une cohabitation qui se fasse du mieux possible après, si on est autorisé à circuler. C'est d'autant plus compatible qu'eux circulent en semaine et nous, ce sera une circulation le week-end. C'est au chapitre suivant qui est la présentation du dossier sécurité, qui a un gros chapitre à lui tout seul. Merci Yves. Disons que j'ai pas beaucoup de mérite parce que de par mon expérience en train touristique, 28 ans quand même, bon, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Alors le dossier effectivement représente 107 pages au total. 104 jusqu'à il y a quelques jours, mais comme j'ai modifié un document, on en est à 107. Alors tout d'abord, le préfet demandait un dossier préliminaire de sécurité, le DPS. Oui, on parle beaucoup de cycle, effectivement. Alors ce dossier précise quel est le propriétaire de la ligne, quel est l'utilisateur actuel, c'est-à-dire VFLI, l'utilisateur futur, c'est-à-dire nous, et puis quelques renseignements techniques sur la ligne. Oui, je vous passe les détails parce que sinon, à midi, on n'aura pas terminé. Hein. Donc, ensuite, un règlement de sécurité de l'exploitation, RSE. Alors là, c'est vraiment le gros dossier qui reprend la base du départ de Artonge-Montmirail. On parle des passages à niveau en totalité, en sachant qu'il y a 3 types de passages à niveau, ou même 4 si on veut bien. Il y a des passages à niveau non gardés à l'usage de chemins d'exploitation agricole. Il y a un passage à niveau non gardé privé qui se situe entre Ville-Moyenne et Montmirail. C'est le PN 29 qui appartient donc à un agriculteur. Lui, il est privé. Il n'y a aucune signalisation pour ce passage à niveau. Ensuite, des passages à niveau non gardés desservant des voies routières de faible importance. Je pense au niveau PN 33 dans Montmirail, rue des Aigremont par exemple, où il y a simplement des panneaux stop. Vous voyez,
Bon, ça, c'est ce que je qualifie de faible importance. Et puis, nous avons quand même des passages à niveau qui étaient autrefois, enfin, il n'y a pas si longtemps, automatiques, et qui sont repris depuis VFLI sous la forme manuelle. Oui, c'est bien, on simplifie, mais on doit s'arrêter maintenant. Alors qu'avant, c'était automatique, déclenché par radio, c'était vraiment bien. Et là, comme c'est privé, bah... Donc, ces passages à niveau, vous en connaissez un sur la D933, la route qui va à la Ferté-sous-Joie, vous savez. Hein. Donc, ce passage à niveau-là, celui de Montcoupeau, de la zone industrielle de Montcoupeau, et celui de Ville-Moyenne. Ces passages à niveau-là, maintenant, il faudra marquer l'arrêt, ensuite déclencher le passage à niveau, si rien ne s'y oppose, bien sûr, avec une clé spéciale, laisser passer le train s'arrêtera pour récupérer l'agent d'accompagnement. Ah oui, il peut encore servir hein, pour les OPM. Il vaut mieux. On ne va pas le laisser courir et lui faire au revoir. Et tout ceci fait qu'on perd du temps. Vous vous rendez compte? On s'arrête, et puis on ne déclenche pas le passage à niveau s'il arrive une voiture, naturellement, on attend. Hein. Donc, nous, on avait constaté en faisant la ligne au total, il faut plus de 2 heures pour faire Montmirail-Mézy. Ouais. Au début, je ne croyais pas VFLI, mais quand je les ai suivis avec Alain, on a constaté, bah oui, parce qu'il faut s'arrêter. Voilà. Donc ça, ce sont les passages à niveau. Bon, il y a des petits détails, mais je passe dessus. Ensuite, vous avez, on doit détailler les appareils de voie. Alors, on entend par appareil de voie les aiguillages, les nez de cochon, ou plutôt des taquets dérailleurs. Il y en a un juste avant le PN33, c'est-à-dire avant de franchir le PN33, c'est toujours sur la gare de Montmirail. Il y en a un sur notre voie, enfin si je peux appeler ça notre voie, elle ne nous appartient pas. Elle va bientôt appartenir à la mairie de Montmirail. Mais bon, on est un peu chez nous puisqu'on squatte cette voie. Donc ça, c'est des taquets dérailleurs. Les appareils de voie, donc il y en a 2 types. Hein, il y en a un levier et il y en a un contrepoids. Donc ça, il faut être agréé pour les manœuvrer, bien sûr, agent de sécurité, hein, ça s'improvise pas. Donc ça, c'est les appareils de voie. Ensuite, il y a toute la signalisation, bien qu'elle soit peu importante hein, sur la ligne. Vous avez des panneaux S, ça veut dire siffler, hein, ça en général, c'est pour les passages à niveau non gardés. Vous avez des panneaux indicateurs de passage à niveau à distance, par exemple le PN38 à 900 mètres. Ensuite, vous avez le dossier proprement dit, oui, voilà le PN 28, 31, 32 que je vous disais à déclenchement manuel. C'est-à-dire que vous devez marquer l'arrêt, l'agent d'accompagnement descend, et il y a un boîtier, celui de Ville-Moyenne, il y a un boîtier qui se trouve ici, et on déclenche donc le passage à niveau. Les barrières n'ont pas changé, ce sont toujours des demi-barrières classiques. Voilà. On peut peut-être... Ah ben oui. Ah ben voilà le PN, voilà, c'est ici à ce niveau qu'il y a le boîtier avec la clé. La clé que nous n'avons pas pour l'instant, bien sûr. Alors, les particularités, l'objectif, c'est le contenu type de matériel roulant, donc c'est l'autorail Picasso. Hein, on a dû joindre un diagramme de l'autorail. Détailler son type de freinage, tous les détails techniques concernant l'autorail. Bon, ça représente 2 pages, ça c'était fait par la SNCF, il n'y a pas eu de problème. Particularité du réseau, donc il faut indiquer aussi le profil de la ligne. Il ne faut pas oublier qu'on a des rampes à 12 pour 1000, hein. C'est quand même pas négligeable, même si c'est assez court, sur 8 km. Donc ça, il faut en tenir compte. La vitesse, rassurez-vous, pas d'excès de vitesse, 20 à l'heure. Hein. Attention, hein, c'est pas 20 à l'heure sur toute la partie de la ligne. Quand vous arrivez au PN33 en venant de Artonge, PN33 c'est rue des Aigremont, hein. Je ne sais pas si vous voyez où c'est le dernier PN avant la gare. Quoi. Là, il faut marquer l'arrêt, et ensuite, après, jusqu'au quai de la gare, c'est 10 à l'heure. Ah bah oui. Pourquoi on ne s'arrêterait pas au bout, on ne sait pas. Hein. Sachez quand même qu'un Picasso lancé à 120,
Il faut 800 mètres pour s'arrêter. Lancer à 120, je précise. À 10 à l'heure, vous voyez un peu. Alors, mission, responsabilité des personnels de l'exploitant TFBCO. Oui. Sachez que pour rouler, on ne prend pas quelqu'un dans la haut comme ça, on lui dit tiens, tu vas venir rouler, exploiter le train. C'est pas possible. Hein. Ils exigent une formation initiale. Formation initiale, minimum 5 jours. Bon, je pense que je vais rajouter une 6e journée bientôt. Et non consécutif ou pas. Après, on est habilité ou on ne l'est pas. Il faut avoir passé une visite médicale également. À la visite médicale, certains peuvent être foulés, c'est normal. Ensuite, tous les ans, il est prévu, vous allez dire, on roule pas, il faut le prévoir. Ben oui, parce qu'on nous demande tout ça. Une formation continue d'1 ou 2 journées par an. C'est normal, il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure, parce que de temps en temps, ben, on oublie, quoi. Surtout qu'on n'est pas tout jeune, alors, vous savez, on oublie. Donc, les personnels de l'exploitation, j'essaie d'être bref, hein, parce que je ne veux pas quand même monopoliser la parole. Vous avez le conducteur ou mécanicien, peu importe, hein, c'est le même. Vous avez l'agent d'accompagnement chef de train, c'est lui qui donne le départ dans l'autorail au conducteur. Le conducteur ne se rend pas comme ça tout seul, hein, même s'il est l'heure, tant qu'il n'a pas reçu l'ordre de départ, il ne s'en va pas. Donc, l'agent d'accompagnement donne le départ. Ensuite, il fait les passages à niveau, manuels, hein, bien sûr. Et, qu'est-ce qu'il fait encore? Question là. Ça y est, il est piégé. Hein, bon. Vous voyez pas ce qu'il fait d'autre? Non? L'agent d'accompagnement, il fait les aiguilles, hein, il vaut mieux quand même. Hein. Il fait les aiguilles et il dirige les manœuvres. Ça, c'est ce qu'on peut appeler les agents de sécurité, conducteurs, agents d'accompagnement. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez le contrôleur chef de train. Ah oui, il peut vendre les billets en cours de route, oui, chef de train. Il vous faut aussi une personne en gare de Montmirail, hein, à l'accueil, pour vendre les billets et autres. Il vous faut un chef de ligne. Dire, il faut du monde. Oui. Tout ça, c'est des bénévoles, rassurez-vous, on ne les paye pas. Hein. Non. Donc, le chef de ligne, lui, donne l'autorisation, si rien ne s'y oppose, à ce que le train se mette en marche sur l'ITE Montmirail, Artonge. Le chef de ligne est responsable, c'est lui qui prend les mesures, si vous voulez, si en cas d'accident et autres, pour prévenir, donc les services de secours. Voilà. Donc c'est un chef de ligne uniquement parce que, dans un premier temps, on roule sur Montmirail-Artonge. Après, d'Artonge à Mézy, comme c'est SNCF Réseau, le chef de ligne, c'est la personne, l'agent circulation qui est au poste 1, là-bas, au passage à niveau, à Château-Thierry. Et là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais il faut y penser à tout ça, hein, parce que c'est un tout. Moyens susceptibles d'être mobilisés. Les deux. Là, je vois pas. Bon. Demander. Oui, demeurer disponible. Bon. Là. Bon. Donc, il nous faut, dans le règlement de sécurité, vous voyez un petit peu tout ce qu'il faut. Le règlement de sécurité, lui, il représente à peu près une trentaine de pages, vous voyez. Ah, je vais simplifier. Mais il est à votre disposition hein, dans le classeur, vous verrez tous les détails. Ensuite, nous avons le PIS, P-I-S, Plan d'intervention et de sécurité, obligatoire. Donc, tout ce dont je vous parle est obligatoire, hein, de toute façon. On ne peut pas y déroger. Alors, le PIS, comme son nom l'indique, Plan d'intervention et de sécurité, ça nous indique les moyens à mettre en œuvre en cas d'incident ou d'accident, que ça soit en gare ou en roulant. Vous voyez? Comment avertir les services de secours? Qui prévenir? Donc tout ça, c'est indiqué dedans. Est-ce qu'on a prévu une rampe pour les personnes à mobilité réduite pour accéder à l'autorail? Ça, c'est obligatoire. Vous allez me dire, ils n'iront pas loin puisqu'ils monteront sur la plateforme et après, ils ne peuvent pas passer entre les sièges. Dans tous les trains, c'est comme ça. Donc ça, c'est le PIS.
on doit fournir la liste de tous les passages à niveau et les moyens d'accès qui peuvent servir au service de secours des pompiers, en général, pour récupérer les gens s'il y a un incident. Donc tout ça, il y a des plans de carte d'état-major avec les PN. Ensuite, il y a une liste de tous les chemins ou routes qui passent au PN, et c'est indiqué si c'est accessible ou pas, si c'est un chemin de terre ou pas. Et tout ça, ça doit être vu en concertation avec les services du SDIS, que ce soit de la Marne ou de l'Aisne, puisqu'on est à cheval sur les deux. Et après, quand ils auront donné leur feu vert, on doit donner également le diagramme des engins pour les moyens de lutte contre l'incendie à bord de l'engin. Donc ça, c'est le PIS. Donc voilà l'extrait de carte d'état-major avec les PN qui sont repérés. Et après, donc, vous avez à côté une liste qui vous indique si c'est le D4, si c'est le D933 qui permet d'accéder ou pas. Quand c'est un chemin de terre, bon, on considère qu'il n'y a pas d'accès. Oui. Alors, bien sûr, tous ces documents sont révisables chaque année. Hein. Ah bah oui, c'est pas fixé dans le temps. Donc, après, vous avez le règlement de police intérieur de l'association. Et dire, ça y est, maintenant, ils sont passés dans les gardiens de la paix. Non, pas du tout. Règlement de police qui doit être affiché en gare, c'est le RPE. Pas RPR, RPE. Non. Affiché en gare et affiché dans l'autorail. Ça aussi, c'est obligatoire. Ça indique aux personnes, par exemple, qu'il aurait interdit de traverser les voies. Un exemple comme ça, qu'il est interdit de fumer dans l'autorail ou dans la gare. C'est valable également pour les conducteurs et autres. Ça nous embête, nous on fume plusieurs là. On ira se cacher. Donc, si vous voulez, ce règlement-là indique aux personnes qui ne doivent pas stationner à tel ou tel endroit. Vous voyez un petit peu? Donc ça, c'est interne à l'association. Donc ça, c'est le RPE. Oh mais il ne suit pas, il dormait là. Bon. Alors, circulation, c'est pas piège. Attends, je vais te le donner, tu vas l'apprendre. Circulation routière et stationnement. Donc après, il y a encore des chapitres. Alors, les postes dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'agent d'accueil, le conducteur, l'agent d'accompagnement, le chef de ligne, le responsable de l'exploitation, ça fait également partie de fiches de poste. C'est-à-dire qu'on a des documents concernant la fiche de poste qui concerne l'acteur de sécurité. C'est pas, on ne dit pas comme ça verbalement, tiens, tu vas faire ça. Non, non, c'est noir sur blanc. Ah oui, oui. C'est comme ça, c'est cadré. C'est tout. Voilà, donc tout ceci, ça représente 107 pages. C'est pour ça que j'ai essayé d'être bref. Mais de toute façon, après, tous les candidats au poste que j'ai cités devront être en possession de tout ce dossier. On le verra en détail à l'échelon interne. Le rachat de la gare, il a fallu. Alors, on était d'accord avec le prix de vente, sauf que la SNCF se fixe uniquement sur le prix des domaines, le prix donné par le service des domaines. Et là, nous n'étions pas du tout d'accord. Ils estimaient le terrain de la gare bien plus cher que la zone industrielle. Nous sommes classés en zone industrielle, et bien plus cher que la zone industrielle de Montmirail. Pourtant, il n'y a pas la fibre optique, il n'y a pas les réseaux, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien du tout. Et on ne trouvait pas ça normal. Ils estimaient ça le double de ce qu'on s'était mis d'accord avec la SNCF. Donc il a déjà fallu convaincre, c'est pas évident, mais convaincre le service des domaines de ramener le prix à quelque chose d'un peu plus logique. Donc nous nous sommes mis d'accord, les services des domaines nous ont fait une estimation qui nous correspondait. En municipalité, nous avons déjà échangé plusieurs fois et nous en sommes d'accord, et je pense que ça, il n'y aura pas de souci. Le conseil municipal également, on est favorable à l'achat de tout ce terrain-là. Il reste maintenant les formalités juridiques et il faut déclasser, sortir le terrain du domaine public. Et alors là, c'est une autre paire de manches. C'est pareil, il faut que les deux préfets de région, non, les deux régions, pas les préfets, les deux régions
donnent leur avis. Donc région Grand Est maintenant et Hauts-de-France. Alors ça ne simplifie pas les choses puisqu'ils ont pour l'instant d'autres soucis que la gare de Montmirail. Déjà à se mettre en place, enfin je ne connais pas les Hauts-de-France, mais au moins le Grand Est. Donc voilà où nous en sommes. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis de toute façon, mais c'est plus des formalités administratives qui traînent en longueur. Et je le déplore, surtout que je voulais dès le départ faire des travaux pour essayer de mettre hors d'eau la halle, mais là la SNCF m'a dit tant que c'est pas signé, hors de question de mettre le moindre pied dans le bâtiment. Parce que si jamais le couvreur tombe ou je ne sais trop quoi, qui serait responsable. Donc voilà où nous en sommes. J'espère quand même qu'on va pouvoir finaliser ça cette année, parce que ça fait quand même 2 ans qu'on se bat pour ça. À chaque fois, comme ça traîne de trop, la réglementation change et des fois il faut recommencer. Donc j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Et puis l'objectif après, c'est de restaurer cette halle. On a différentes idées, mais il faudra aussi qu'on voit avec vous. De toute façon, c'est d'abriter le Picasso, ça, il n'y a aucun souci. C'est de permettre la sortie du Picasso, là, il n'y a aucun souci. Il va falloir aménager un peu le terrain qui est plutôt en friche industrielle actuellement, avec des dépôts, etc. Ça, on ne va pas pouvoir laisser ça comme ça. Et puis en parallèle de cet achat, quand même, je n'ai pas précisé, mais l'autre partie, ce qui est en blanc de l'autre côté, va être acheté également. Ah oui, mais si je me mets devant, vous n'allez pas voir, toute cette partie-là va être achetée par Monsieur Collot, qui est un agriculteur, mais qui est propriétaire des bâtiments un petit peu plus loin, qui stocke du blé pour l'établissement Soufflé. Donc il va falloir gérer aussi, et ça c'est un souci pour la SNCF, le passage à niveau qui n'est pas un passage à niveau. Alors moi ça ne me pose pas de problème, mais ça a l'air d'être très contraignant pour la SNCF, donc c'est un problème aussi à gérer au cours de l'année. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre là-dessus. Enfin, en tout cas, le rachat de la gare, de la halle, c'est vraiment pour mettre à disposition de la société, hein, de l'association, et dans l'espoir de pouvoir faire circuler ce petit Picasso, parce qu'on y tient tous autant que vous. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Tout le monde est assez favorable à ce que je vous ai présenté, et surtout sur le projet. Est-ce qu'il y a des objections, des remarques particulières? Et approuvé à l'unanimité. Merci à vous.